Je remercie vraiment chaleureusement le CRAIF, le CRA de l'Île-de-France, qui m'a proposé de faire cette présentation. Merci beaucoup pour toute l'organisation qu'il y a derrière et la diffusion de ces concepts-là qui me tiennent à cœur. Je suis Anne-Sophie Morena, je suis formatrice. J'ai une formation à l'origine en neuropsychologie à Lyon et puis que j'ai eu la chance de terminer à l'Université d'Ottawa au Canada, où j'ai vécu quelques années. Je suis aujourd'hui gérante d'un organisme de formation, autorégulation, accompagnement et expertise, qui réalise certaines formations, notamment dans ce domaine-là, euh, autour de ces thématiques. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est l'autorégulation dans les grands principes. Je vous propose de démarrer par les concepts qui sous-tendent l'autorégulation. Qu'est-ce que l'autorégulation? Et puis ensuite de vous décrire un petit peu comment fonctionnent les dispositifs d'autorégulation, les DAR, qui se développent en France. Merci également à la DIA, la Délégation interministérielle autisme, qui a permis ce développement au niveau national, et puis les différents rectorats, les ARS, les agences régionales de santé, et tous les professionnels de terrain qui déploient toute leur énergie pour mettre tout ça en œuvre. Alors, la genèse de ce projet, justement, pour vous parler des concepts de l'autorégulation, je voulais quand même vous dire ce qui m'a amené ici devant vous aujourd'hui. Eh bien, ce sont des constats que l'on a fait ensemble, et puis surtout à mon retour du Canada où j'ai pu observer ce qu'était la société inclusive. Alors, nous avons de très beaux dispositifs et de belles façons de faire en France, mais on sait que sur certains domaines, on peut encore améliorer nos types d'accompagnement. Donc, le but était de prendre en compte les besoins sur le terrain ici en France, où j'ai été pendant un temps dans le secteur médico-social. Et les besoins étaient les suivants. Du côté des parents des enfants avec autisme, puisque on va parler de l'autorégulation aujourd'hui pour tous les êtres humains, pour toute personne. L'autorégulation concerne tout le monde. Et les dispositifs d'autorégulation concernent tout le monde aussi, mais on crée des places autisme au sein de ces dispositifs-là. Donc, je vais faire le parallèle régulièrement au cours de la prochaine heure. Les parents d'enfants autistes, mais aussi de tout enfant, nous disent bien, lorsqu'on les questionne, que ce qu'ils souhaitent, c'est que leur enfant ait une place d'élève au sein d'une école, pas à temps partiel, pas dans une forme de saupoudrage de scolarisation, mais bien une scolarisation réelle, avec une place d'élève dans une classe. Demande assez légitime. Et puis du côté du médico-social, les équipes éducatives, paramédicales, nous disent bien, nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir intervenir dans les lieux naturels, lieux de vie de l'enfant, les écoles, le domicile, et pour cela, on doit créer équipe. Et quand on intervient de façon trop sporadique, eh bien, on n'a pas de possibilité de créer vraiment équipe avec les enseignants, de mettre en place des outils de façon pérenne et de mesurer l'évolution de l'enfant grâce aux outils que l'on peut amener. Donc, c'est quand même à entendre aussi. Et puis, du côté des enseignants, les remarques qui ont pu être faites et qui sont, à mon sens, à prendre en compte, c'est que l'hétérogénéité de profil dans les classes, elle est déjà existante. Dans une classe de 20, 25, 30 élèves, il y a des élèves avec autisme, il y a des élèves 10, il y a des élèves ayant un trouble moteur, des élèves n'ayant pas de handicap diagnostiqué, mais ayant des difficultés familiales, temporaires ou sur le plus long terme. Et cela fait que les enseignants nous disent régulièrement être dans un épuisement professionnel, de devoir trouver des réponses individualisées, multipliées et s'ajouter comme des couches d'un millefeuille pour répondre aux besoins de tous et de chacun. Justement, lorsqu'on prend en compte tous ces besoins-là, eh bien, on se dit qu'il faut qu'on trouve des façons de faire, des méthodologies pour trouver des réponses pour tous, ce qui n'empêche pas le souci d'avoir des moyens de compensation, mais de surtout développer des moyens pour développer l'accessibilité universelle. Une belle ambition qui ne se décrète pas, elle se travaille au quotidien. Les rapports de l'ONU nous l'indiquent également. Et puis, très régulièrement, on est relancé en France par des personnes qui écrivent ce genre de rapport et qui nous rappellent que l'on devrait beaucoup plus développer les systèmes axés sur l'accessibilité. Donc, on va voir ensemble ce que c'est, mais voilà quelle a été la genèse de ce projet et ce qui nous a fait donner l'envie de développer les dispositifs d'autorégulation, de répondre à ces différents besoins et de mettre ensemble dans un environnement quotidien qu'est l'école, ces différents
partenaires qui travaillent vraiment main dans la main au quotidien. Il y a déjà des dispositifs qui existent en France. Il ne s'agit absolument pas, quand on travaille autour des concepts de l'autorégulation, de penser que les dispositifs d'autorégulation ou le travail autour de l'autorégulation vient anéantir ou serait mieux que d'autres dispositifs. Ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est une réponse complémentaire qui vient s'ajouter au panel existant dans notre pays. C'est un véritable changement de paradigme parce que, comme je vous le disais, on va essayer de travailler l'accessibilité et de travailler des réponses pour tous. Et on va essayer de pousser plus loin, de repousser les limites de l'intégration et d'aller véritablement vers un système inclusif, c'est-à-dire de sortir de cet effet de classe d'enfants en situation de handicap ou d'unité avec des enfants en situation de handicap qui, lorsqu'ils le pourront, iront dans les classes ordinaires, mais bien plus de travailler avec l'ensemble de la communauté éducative qui monte en compétences pour accueillir les différents élèves en phase 2 et être moins à la recherche de solutions qu'ils n'ont pas dans leur mallette à outils, malheureusement. Donc, on fait monter en compétences et en quelque sorte, on travaille sur le sentiment d'efficacité professionnelle de l'ensemble de la communauté éducative pour développer le sentiment d'efficacité des élèves. Et ça, c'est un travail, encore une fois, qui ne se décrète pas, mais qui se met en place au quotidien. Et pour cela, on va voir comment. Bien entendu, quand on va parler d'autorégulation, et là, toute l'heure qui va suivre, vous allez voir que nos dires et les concepts que l'on développe se basent bien évidemment sur les apports de la recherche scientifique, des recherches validées, publiées. Vous avez ici quelques chercheurs, bien sûr, sur lesquels on s'appuie. Ça ne sort pas de notre tête. Nous, on s'est basé sur ces principes-là, validés, dont découlent des principes méthodologiques. Donc, on va développer ensemble, avec les professionnels de terrain, l'enseignement explicite, qui est un enseignement prôné pour correspondre à l'ensemble des élèves, qui va aussi bien correspondre aux élèves experts qu'aux élèves en difficulté, et qui place l'enseignant aussi dans une posture qui est de plus en plus, entre guillemets, confortable, parce qu'il va avoir plus de temps pour s'occuper justement des élèves en difficulté. Et puis, on va développer l'autonomie des élèves. On va réfléchir ensemble comment diminuer la dépendance à l'adulte. Parce qu'aujourd'hui, il existe des systèmes, des méthodes, des méthodologies pour développer des connaissances, parfois des compétences, mais surtout, on développe la dépendance à l'adulte. Et on va essayer d'éviter cela parce que ce que l'on souhaite pour les adultes de demain, c'est qu'ils aient des compétences, certes, mais surtout qu'ils deviennent autonomes et qu'ils ne soient pas dépendants d'une tierce personne à leur côté pour effectuer des gestes de vie quotidienne, mais aussi des prises d'initiative et de rentrer dans les apprentissages. On s'appuie sur une approche positive, qui est la pédagogie positive, un grand challenge aujourd'hui en France, puisqu'on est encore plus tôt dans une approche assez punitive, c'est très historique dans notre pays, et donc on essaie de tendre, et on voit que c'est la volonté de plus en plus de professionnels, de tendre vers une pédagogie positive. Là aussi, on s'appuie sur la science. On sait très bien qu'un cerveau qui est placé dans un climat, notamment le climat de classe, un climat favorable, agréable, dans un affect positif, va beaucoup plus rapidement rentrer dans les apprentissages et surtout placer en mémoire à long terme, de façon facilitée, toutes les informations qui rentrent dans le cerveau. Donc cette approche positive, elle est plus agréable pour les adultes qui pointent régulièrement ce qui se passe de positif dans leur classe et dans les apprentissages, et elle est aussi tout à fait en accord avec l'augmentation de la mémorisation au niveau des élèves et des progrès sur le plan académique des élèves. Donc, climat de classe et progrès académique, ça va ensemble et ça, il faut apprendre le fonctionnement de tout cela pour pouvoir le mettre en œuvre. On développe une approche cognitivo-comportementale, on va voir ensemble ce que c'est, et puis on favorise la compréhension des comportements des filles, des troubles du comportement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est face à des équipes qui, souvent par méconnaissance, dans le milieu ordinaire, se disent que lorsqu'il y a des troubles du comportement, c'est certainement que l'enfant n'a pas un comportement adapté qui lui permet d'être à l'école. Or, si on sait décrypter, si on sait mieux analyser les comportements des filles, eh bien, on peut y répondre et surtout anticiper et les éviter. Le but est de les éviter pour non plus se poser la question et passer beaucoup d'énergie à savoir où l'enfant va être envoyé plutôt qu'à l'école, mais bien anticiper et éviter ces problèmes-là dans l'environnement de l'école. Et dans ces cas-là, on évite aussi bon nombre d'élèves qui seraient exclus
ce qui serait bien dommage parce qu'il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui présentent des comportements défis et qui ont parallèlement à cela un très bon potentiel cognitif. On vise ensemble une posture professionnelle qui favorise le travail en équipe, la prise de recul sur ses propres pratiques, ce qui est difficile à faire, mais ce qui est nécessaire si on veut faire bouger les lignes dans nos façons de fonctionner. Je vous le disais, on travaille autour de concepts et d'études scientifiques. Donc, une étude qui m'a beaucoup marquée lorsqu'on a commencé à travailler en autorégulation, c'est l'étude de Blair et Diamond en 2008 qui nous indique que plus de 50%, plus de la majorité des enfants qui entrent à l'école ne possèdent pas les habiletés sociales, cognitives et émotionnelles nécessaires pour la réussite et l'autonomie. La réussite scolaire au sens large du terme. Eh bien, ça, c'est très intéressant parce que ce que nous dit l'étude aussi en fin d'étude, c'est que essentiellement, ceux qui n'ont pas ces habiletés-là, sociales, cognitives et émotionnelles, ce sont les mêmes enfants qui ont des difficultés d'autorégulation. Donc, plus on va travailler l'autorégulation pour tous les élèves, plus les élèves qui sont en difficulté pourront acquérir des compétences qui leur permettront d'être moins en difficulté. Et c'est là où on s'aperçoit que l'autorégulation, il ne faut pas la travailler pour les élèves en difficulté, les élèves autistes, les élèves ayant des TND, les élèves 10. Il faut travailler l'autorégulation pour tous, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait, puisque notre autorégulation, c'est un processus que l'on travaille toute notre vie. Et ce processus-là, il peut s'enseigner. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de rendre beaucoup plus explicite ce travail autour de l'autorégulation, qui est une compétence indispensable pour tout être humain pour réussir dans la vie. On va voir pourquoi. Quelques mots sur l'autorégulation. L'enjeu pour moi est de ne pas partir sur un format formation cet après-midi. L'autorégulation, en quelques mots, c'est la capacité d'être calme, concentré et alerte. C'est savoir maîtriser ses pensées, ses émotions, ses comportements. C'est très large. C'est normal que ce soit très large parce que c'est un processus. Et donc, ça n'est pas une compétence acquise ou non acquise, c'est un processus dans lequel nous sommes en permanence. Et là aussi, on se base sur les études scientifiques puisqu'on parle beaucoup du continuum d'éveil de Shanker qui nous indique bien que à un bout de ce continuum de l'éveil, il y a l'état d'endormissement. C'est l'état dans lequel on est juste avant de s'endormir le soir, par exemple. Notre cerveau est un petit peu en train de se mettre en hibernation et de ralentir. Et puis, on a à l'autre bout du spectre du continuum de l'éveil, on a la surexcitation cognitive, qui, elle, est la situation dans laquelle on est lorsqu'on est surexcité, soit d'une situation post-physique, par exemple, après le sport, ou dans une situation qui nous plaît beaucoup. Eh bien, on peut être en surexcitation cognitive. Dans les deux extrêmes, il est très difficile pour nous de nous concentrer, d'être investi au niveau cognitif. Donc, en permanence, sur le continuum de l'éveil, on essaie de se situer, de situer notre curseur à peu près au milieu pour pouvoir être calme, concentré, mais quand même alerte, assez réveillé, pour répondre aux exigences de l'environnement, répondre au stress, arriver à s'apaiser lors des stress, arriver à répondre à certaines questions qui nous demandent de réfléchir intensément, arriver à mettre en mémoire de nouveaux apprentissages. Et nous, on le fait dans notre vie au quotidien en tant qu'adultes, tous les jours. Les enfants le font tous les jours dans la vie d'école. Et ce que l'on demande à un élève neurotypique ou en situation de handicap, c'est de placer son curseur au bon endroit. Plus il place le curseur dans le continuum de l'éveil au bon endroit, au bon moment, plus il rentre dans les apprentissages, plus il s'autorégule, plus il réussit. Et donc, il se situe alors dans ce moment-là dans un cercle vertueux de la réussite où plus on s'autorégule, plus on prend d'initiative pour répondre et pour s'engager dans les apprentissages, plus on prend d'initiative, plus on a de chances de réussir. À l'inverse, un élève qui a des difficultés d'autorégulation pour situer son curseur au bon endroit, pour le résumer ainsi, eh bien, il va se situer dans un cercle vicieux, malheureusement, et un cercle qui mène vers l'échec, où à chaque fois qu'il s'autorégule mal, qu'il place mal son curseur, c'est une occasion manquée de rentrer dans les apprentissages, et donc probablement des prises d'initiative qui vont s'amenuiser dans le temps et qui vont l'empêcher de rentrer dans un cercle vertueux de la réussite, avec de moins en moins de prises d'initiative. Et ça, vous voyez bien que ça touche tout être humain, bien au-delà de l'autisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille autour de l'autorégulation, l'autisme peut être une porte d'entrée, mais on va le travailler auprès de tous. Et ça va être au bénéfice de tous. Savoir maîtriser ses pensées, ses émotions, ses comportements, ça nous amène à travailler autour de la prochaine image qui s'affiche, qui est l'image de l'iceberg. On travaille autour d'une approche cognitivo-comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va travailler le cognitif
pour voir un impact sur le comportemental, sur nos comportements, nos émotions, nos interactions sociales. Aujourd'hui, dans les écoles et même dans la vie au quotidien, à la maison, dans les clubs de sport, dans les supermarchés, ce que l'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg chez tout être humain. Encore plus chez les enfants autistes ou ayant des TND, parce qu'ils vont présenter généralement des parties de l'iceberg émergées qui sont généralement très voyantes. Un manque des difficultés dans les interactions sociales, des émotions soit poussées à l'extrême, soit assez absentes, et on va surtout focaliser là-dessus. Eh bien, quand on travaille l'autorégulation, on se sort de l'esprit que l'autorégulation, c'est la partie émergée de l'iceberg. L'autorégulation, elle vient surtout être travaillée au niveau de la partie immergée de l'iceberg, sur tout le fonctionnement du cerveau. Et on vous a remis là toutes les fonctions exécutives qui sont travaillées lorsque l'on travaille l'autorégulation. Parce que lorsqu'on dit que l'autorégulation, c'est savoir maîtriser ses pensées, eh bien, c'est savoir maîtriser notamment ses fonctions exécutives. Et vous voyez qu'elles servent en classe, mais elles servent aussi dans la vie. Mémoriser, avoir un contrôle de l'inhibition, être flexible, planifier, catégoriser, avoir une attention soutenue pendant un temps donné. Ce sont généralement toutes les grandes difficultés en autisme, mais ce sont aussi les difficultés en autorégulation. Donc, lorsqu'on travaille l'autorégulation, on travaille tout cela. Et lorsqu'on travaille sur le fonctionnement du cerveau, eh bien, on va travailler également sur l'augmentation de l'autorégulation. Tout ça, c'est comme un cercle qui rentre encore une fois en compte lorsque l'on veut travailler sur la partie émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est les conséquences. Et malheureusement, aujourd'hui, on confond l'autorégulation avec la partie émergée de l'iceberg. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, pour vous décrire un peu comment on va aller le travailler, parce que souvent on nous dit mais comment ça se matérialise tout ça? Eh bien, on va venir travailler surtout sur ce qu'on appelle les preschool life skills. C'est tout le travail de toutes les études menées par Hanley et qui ont été rendues dans une synthèse par Mélanie Hamelot et qui sont en ligne, hein, que je vous indique ici, donc vous retrouverez les références, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les compétences prérequises ou bien le savoir-être et le savoir-faire. Et vous voyez, ce sont des exemples de comportements attendus, ces compétences et ces compétences prérequises et ces savoir-être que l'on peut définir chez les élèves, mais aussi chez les adultes. Donc chez les élèves, ça correspond par exemple au fait de répondre à son nom lors de l'appel, suivre une consigne simple, suivre une consigne complexe, solliciter l'attention d'un adulte de manière appropriée, demander de l'aide de manière appropriée, tolérer l'attente ou un délai imposé. Eh bien ça, on se dit généralement en France que ça se développe de façon naturelle, ça fait partie du développement humain. Or, pas du tout, on peut tout à fait l'enseigner de manière explicite, ça fait même partie du socle commun des apprentissages et des compétences. Et on voit là la pyramide qui est menée, hein, suivre les consignes, communiquer de façon fonctionnelle, tolérer l'attente, les amitiés, les interactions sociales. Tout cela, on peut l'enseigner, et plus on l'enseigne de manière explicite et assez tôt dans la vie, plus l'enfant peut s'autoréguler et donc libérer de l'énergie cognitive qu'il ne passera pas à gérer tout cela, puisqu'il va l'intégrer petit à petit et ça deviendra automatique. Plus ça deviendra automatique, plus il libère de l'énergie cognitive pour concentrer son énergie cognitive sur les apprentissages en cours. Et donc ça, c'est très important de bien saisir tout cela parce que c'est l'essence même du travail qui peut être fait en autorégulation et c'est ce qui crée aussi les plus grandes inégalités. Les inégalités entre les élèves au démarrage, au départ, quand ils sont à l'école, elles se situent là-dedans. Donc si on ne le travaille pas de manière consciente et explicite, sans le vouloir, on développe les inégalités, ce qui est reproché également dans de multiples rapports en France au niveau des apprentissages. Donc, on peut développer tout cela et on peut le faire également jusqu'à l'âge adulte, on peut le développer toute la vie. Vous avez là les 8 essentiels de vie, les essentiels de vie développés par McGreevy, que l'on retrouve, hein, vous voyez, ce sont les mêmes que ce que l'on vient de voir, mais à l'âge adulte, donc ça se confirme. Effectuer une demande, attendre après une demande, accepter un retrait d'un objet que l'on aime bien ou d'une activité qui se termine, savoir enchaîner 10 tâches précédemment maîtrisées, accepter le non. Ça, vous savez comme moi qu'il y a encore bon nombre d'adultes qui n'ont pas toutes ces compétences de vie et qui créent des gros soucis, soit dans des groupes
professionnel, soit autour des repas de famille. Vous devez voir autour de vous des personnes qui ont bien les 8 essentiels et d'autres qui ne les ont pas tous. Généralement, ce qui est terrible, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les personnes pour qui il manque une ou deux essentielles compétences de vie, savoir-être, généralement, il en manque plus qu'une ou deux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont inscrits il y a fort longtemps dans ce cercle vicieux de l'échec et ils passent beaucoup d'énergie cognitive à essayer de s'autoréguler, ce qui ne fonctionne pas très bien. Et donc, ils passent à côté, et ce sont des occasions manquées, de rentrer dans les apprentissages, d'être valorisés par les proches ou la société. Et généralement, c'est un cercle vicieux qui s'enchaîne. À l'inverse, les personnes qui sont en réussite sont généralement valorisées, développent des compétences et comprennent très vite ce qui va leur servir comme savoir-être dans la vie. Et tout cela, on peut l'enseigner pour avoir par la suite des compétences de vie acquises qui permettent, dans la vie quotidienne, d'avoir beaucoup plus d'autonomie et de réussite jour après jour. On voit donc que finalement, ce sont les mêmes compétences et les comportements fonctionnels que l'on peut enseigner et qui vont nous servir, que l'on peut enseigner dès la maternelle, les compétences de vie, et qui sont des compétences de vie qui vont nous servir jusqu'à l'âge adulte. Attendre, partager, faire des demandes, suivre des consignes. Ce qui est très intéressant, puisque maintenant on en est à, je dirais, plusieurs centaines d'enseignants formés et d'équipes médico-sociales sur les DAR, sur les dispositifs d'autorégulation, on fait une petite activité lorsqu'on forme à l'autorégulation. On demande aux enseignants d'avoir un post-it devant eux et de nous citer ce que c'est que pour eux un élève en difficulté et sur un autre post-it un élève en réussite. Et on s'aperçoit, à chaque fois, on prend une photo de tous les post-it qu'on a eu dans la journée, et donc j'ai fait une petite collection de ces photos-là, des post-it. À chaque fois, on s'aperçoit qu'il est noté par les enseignants, par les professionnels éducatifs, tout le monde de l'éducation, la communauté éducative au sens large du terme, que ce sont des compétences de vie, des preschool life skills, qui sont citées et non des compétences académiques. Les compétences académiques, elles peuvent se rajouter là-dessus lorsque les enfants ont les comportements fonctionnels, ont les compétences de vie, le savoir-être. Et le savoir-être et le savoir-faire, ça s'enseigne. Donc, si tout le monde s'accorde pour dire que pour être en réussite ou en difficulté, on présente des comportements fonctionnels ou non fonctionnels dans le cas des échecs, eh bien, il faut qu'on se penche sur cette question. Et c'est pour ça qu'on travaille autour de l'autorégulation. Alors, si vous voulez bien, on va passer à la présentation de ce que c'est qu'un dispositif d'autorégulation avec deux parties, hein, les fondements et le fonctionnement au quotidien. Donc, je vous donnerai quelques exemples concrets. Encore une fois, je n'ai qu'une heure pour vous parler de l'autorégulation et des dispositifs d'autorégulation. Donc, j'essaie de vous donner les grandes lignes, mais je me tiendrai à votre disposition dans la demi-heure qui suit pour répondre à vos questions, mais aussi par la suite avec l'adresse email qui vous sera fournie si vous voulez revenir vers nous. Donc, on va parler des fondements, des valeurs qui sous-tendent ces dispositifs d'autorégulation et du fonctionnement. Alors, dans les fondements, bien évidemment, on s'inscrit dans un cadre réglementaire pour développer les dispositifs d'autorégulation, les DAR. Il y a une instruction ministérielle rédigée par la DIA, la délégation interministérielle autisme et TND, qui a permis de rédiger un cahier des charges propre au DAR qui régit le fonctionnement et le cadre dans lequel on s'inscrit. Ça a bien sûr été publié au BO, au bulletin officiel côté santé et côté éducation nationale. Donc, vous pouvez retrouver cela, je vous ai mis les références pour que vous puissiez retrouver le cahier des charges sur Internet. On a ajouté au cahier des charges des annexes, une sorte de kit-outil par fiche de fonction, par fiche que vous pouvez aller retrouver sur les fiches de fonction d'un psychologue au sein d'un DAR, du directeur d'école, quel est son rôle, des fonctions de l'enseignant d'autorégulation dont on va parler. Vous pouvez retrouver tout cela sur le cahier des charges en annexe. Alors, toute cette présentation depuis le départ hein, sur les concepts en autorégulation jusque-là, sur le projet de l'autorégulation. Toute cette présentation, nous l'avons co-rédigée avec Maryse Lacombe, qui est ma binôme depuis le démarrage de ce projet sur tous les dispositifs d'autorégulation et je l'en remercie. Elle devait se joindre à nous pour la participation, pour cette présentation. Malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous, mais c'est elle qui a largement porté toute la partie théorique, bien sûr, qui sous-tend nos actions. Donc, on a notamment fait ensemble ce petit schéma qui est tiré bien sûr de Mérieux, qui permet
de voir ce que l'on fait autour d'un projet, quel qu'il soit, puisque vous pouvez remplacer le mot projet autorégulation par tout projet que vous mènerez, vous, dans votre vie professionnelle ou personnelle, surtout professionnelle. Le projet d'autorégulation, comme tout projet, eh bien, il a des finalités. Pourquoi est-ce qu'on développe ce projet? Des connaissances, travaux scientifiques et publiés, validés scientifiquement, et puis des moyens concrets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que si on supprime un des paramètres de ce triangle-là que vous avez sous les yeux, eh bien, on a un projet bancal. Je vous explique pourquoi. Par exemple, si on prend sur la droite du cercle les deux pointes de ce triangle-là, les deux sommets de ce triangle-là, connaissances et moyens concrets, eh bien, si on a uniquement des connaissances et des moyens concrets sur le terrain, mais sans finalité, on a un discours qui est alors trop scientifique. Si on a des finalités et des moyens concrets, mais sans connaissance, on a un discours qui est purement idéologique et prescriptif, avec un effet un peu effet gourou. Si on a un discours, des finalités et des connaissances, mais sans moyens concrets mis en œuvre sur le terrain, on a un discours qui est trop théorique, que personne ne peut appliquer dans un quotidien. Donc nous, on s'est vraiment posé la question de partir d'un projet qui ne serait pas bancal, qui partirait des principes de cette triangulation où on aurait les trois principes qui seraient développés au quotidien. Donc on essaie d'être vigilant à cela. Alors du coup, sur les finalités, eh bien sûr que nos finalités, c'est de voir ensemble se développer la société inclusive, de voir les élèves autistes être scolarisés à temps plein, de voir les enseignants, les équipes médico-sociales, les parents, les équipes périscolaires monter en compétences au sein du bien commun qu'est l'école, pour que leur sentiment d'auto-efficacité se développe, qu'ils soient dans un mieux-être professionnel et donc qu'ils aient plus de compétences pour s'occuper de tout enfant qui sont des élèves au sein d'une école. Dans ce que l'on met en œuvre au niveau des connaissances, c'est tout ce que je vous ai cité avant sur les bases théoriques sur lesquelles on s'appuie pour sous-tendre nos actions, hein, tout ce que l'on vient de voir sur l'autorégulation, et c'est une version très résumée puisqu'il existe des méta-analyses sur l'autorégulation. Je vous enverrai une bibliographie avec. Et là, on va parler ensemble des moyens concrets. Et bien, dans les moyens concrets, il y a un vecteur commun à tous les professionnels, c'est l'autorégulation, et puis une organisation spécifique. Parce que le vecteur commun, c'est l'autorégulation. Que l'on soit enseignant sur un DAR, que l'on soit directeur d'école, cadre de l'équipe médico-sociale, éducateur, psychologue, ergothérapeute, équipe périscolaire, agent technique, eh bien, si l'on partage nos expertises autour d'un sujet commun qui est l'autorégulation, alors on met en valeur chacun nos expertises au profit d'un projet que l'on aura en commun. Et on évite d'être sur des voies parallèles. On se réunit autour d'un projet. Mais avoir un projet ensemble et une belle ambition, ça ne suffit pas. Il faut quand même une organisation spécifique au sein d'une école pour arriver à mettre en œuvre. Donc, on va voir comment ça se décline. C'est un projet école. Ça concerne tous les adultes de l'école lorsqu'on met en place un DAR, un dispositif d'autorégulation. Certains DAR s'appellent eux-mêmes des écoles d'autorégulation parce qu'ils savent que ça concerne toute l'école et toute la communauté éducative. Ça concerne tous les adultes, mais ça concerne aussi tous les enfants, puisque si on en est là lors de la présentation, vous avez bien compris que l'autorégulation, c'est une compétence qui se développe pour tous. C'est un partenariat au quotidien, un intermétier, où on n'est pas juste chacun dans ses missions dans des salles différentes, on co-intervient dans les différents lieux de l'école, on est dans un partenariat au quotidien où chacun va respecter son propre rôle et ses missions. Un éducateur ne deviendra pas enseignant, un enseignant ne deviendra pas éducateur ou ergothérapeute, mais par contre, on va être dans un intermétier où l'expertise des uns va servir aux autres. C'est un projet qui fédère différents acteurs. En premier lieu, on fait attention aussi à notre vocabulaire. On parle des élèves, dont les élèves avec autisme. On ne dira pas que dans une classe, il y a 25 élèves plus un élève autiste. On dira qu'on a 26 élèves, dont un élève autiste, un élève 10, un élève sans handicap particulier. Et puis, autour de ces élèves de l'école gravitent différents partenaires. Nos premiers partenaires, ce sont les parents. Les parents des élèves autistes, mais aussi les parents des élèves de toute l'école qui vont participer à la vie de cette école, qui vont être au courant de ce que l'on fait en termes d'ateliers, qui vont être au courant de ce que c'est que l'autorégulation. On peut proposer des soirées à thème au cours de l'année qui vont venir, là aussi, faire monter en compétence les parents. Et puis, spécifiquement pour les parents d'enfants autistes,
Bien sûr, on se situe dans les recos de la HAS, de la Haute Autorité de Santé. Donc, on va être aussi auprès des familles des enfants autistes dans la guidance familiale à domicile. On va créer des modules de formation pour les parents. Et puis surtout, on est dans la co-construction parce qu'on ne crée pas un projet personnalisé sans les parents. Ce sont même eux qui nous guident à certains moments sur le mode d'emploi et la façon dont on va s'y prendre. Donc, ce sont les premiers experts de leur enfant que l'on respecte en tant que tels et qui vont coopérer avec nous très régulièrement, si ce n'est quotidiennement. Là aussi, chacun a bien sûr dans ses rôles et ses missions. L'équipe enseignante, on va voir comment elle est composée, qui est bien sûr au cœur de ce projet école. L'équipe médico-sociale qui va être là à temps plein sur une école et qui va permettre cette coopération. Et puis l'équipe municipale qui a tout son rôle à jouer bien sûr sur une école, sur des temps qui sont des temps incroyablement forts dans la vie des élèves et aussi dans la vie des adultes, c'est tous les temps de récréation, de cantine, qui sont des temps où justement on voit souvent des comportements des filles, des troubles du comportement apparaître, des comportements, des interactions sociales difficiles. Et là aussi, on va mettre en place des choses au niveau des récréations, au niveau de tous ces temps, où on voit une surexcitation cognitive généralement, et où les adultes se retrouvent plus dans la gestion de tout cela plutôt que dans l'anticipation et le fait de mettre en place un environnement serein qui permet de développer les compétences psychosociales. Vous l'avez compris, tous ces adultes-là vont participer au développement des compétences de savoir-être, de savoir-faire, et donc d'amener les élèves petit à petit à rentrer par eux-mêmes dans les apprentissages. Et surtout, on va travailler avec les élèves eux-mêmes à leur auto-observation. Petit à petit, on sera moins dans une hétéro-régulation. Petit à petit, ce que l'on souhaite, c'est que les élèves s'auto-régulent, placent le curseur au bon endroit, au niveau de leur continuum d'éveil, sachent quelles sont les solutions dans lesquelles ils peuvent piocher s'ils sont en difficulté sociale, en difficulté d'apprentissage, et petit à petit se retrouvent dans ce cercle vertueux de la réussite dont on parlait au départ. Il y a sur un dispositif d'autorégulation tout un plan de formation qui est à mener. C'est un plan de formation en début d'année, lorsqu'on monte un dispositif d'autorégulation, qui concerne tout le monde. Tous les professionnels qui se situent autour de ce cercle d'élèves vont participer à la formation. Et la formation, il y a une partie sur l'autisme qui est très spécifique, mais il y a surtout une partie qui est la majoritaire et qui est située autour des compétences psychosociales, autour de l'autorégulation, du fonctionnement du cerveau, de toute la partie immergée de l'iceberg, ce qui va permettre aux élèves petit à petit de se développer dans un environnement où les adultes parlent le même langage, créent culture commune. Ensuite, après cette formation, il y a ce que l'on appelle du coaching, de la supervision qui se met en place. La supervision, le secteur médico-social la connaît un peu mieux que le secteur des enseignants, donc c'est souvent un peu une appréhension au départ pour les enseignants. Petit à petit, ils s'aperçoivent qu'il y a tout intérêt à avoir de la supervision parce que c'est de la formation pratico-pratique sur le terrain en fonction des situations rencontrées. Donc, c'est un superviseur externe qui vient observer, porter conseil, des recommandations par rapport à ce qu'il a observé, et puis par rapport à tout ce qu'il sait du fonctionnement du cerveau, justement, des fonctions exécutives, en rapport avec les programmes scolaires, avec ce qui est préconisé, bien sûr, par les ministères. Donc, il faut que la supervision parle le langage enseignant et le langage médico-social et le langage des TND, des troubles neurodéveloppementaux. Voilà comment est composée l'équipe pluridisciplinaire sur un DAR, l'équipe enseignante, avec une équipe enseignante d'une école qui doit être majoritairement partie prenante de ce projet. Il faut qu'ils soient en accord et qu'ils s'impliquent de façon volontaire dans ce projet, avec un enseignant d'autorégulation qui est nommé sur l'école, une équipe médico-sociale avec 3 personnels éducatifs à temps plein et puis des personnels paramédicaux à temps partiel. Par exemple, un psychologue qui peut être là à 20, 30, 40%, psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute à temps partiel également. Sur cette équipe-là, l'équipe médico-sociale est désignée par l'ARS et a un budget de 140 000 € pour fonctionner tous les ans. Vous pouvez retrouver tout cela, bien sûr, sur le cahier des charges. Et puis l'équipe périscolaire, j'en parlais tout à l'heure, qui, elle, est là sur tous les temps de vie scolaire, très important, bien sûr, au sein d'une école. Le transport, s'il y a un transport nécessaire pour les enfants autistes, est assuré par le conseil départemental. Les élèves autistes sont inscrits sur une place CESAD, portée par l'équipe médico-sociale, et sur une place élève au sein de l'école. Ils sont inscrits à l'école ou à la mairie comme tout élève de cette école-là. Et ça, c'est très important. Il y a d'ailleurs beaucoup de familles qui nous disent « c'est la première fois que mon enfant est inscrit comme élève d'une école ». Et ça, c'est déjà une première fierté en soi.
On parle ici des équipes, mais bien sûr, les équipes sont managées par des cadres de l'éducation nationale, de la municipalité, de l'ESMS qui porte, qui coporte. Donc, c'est un copilotage en permanence et la présence des cadres et le soutien et le management des cadres est très important sur ces équipes-là, à la fois pour l'équipe enseignante par l'IEN, l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription et l'IENSH, et du côté du médico-social, par le cadre de l'association, la fondation qui sous-tend. Et bien sûr, du côté de la mairie également. C'est très important parce que ce langage commun, cette culture commune qui est à créer, encore une fois, ça ne se décrète pas de créer culture commune. On n'a même pas le même code du travail quand on travaille dans ces équipes-là. Donc, c'est très important que les cadres soient impliqués et de façon pérenne parce qu'ils vont permettre aux équipes de travailler dans un environnement serein et d'avoir des directives qui ne vont pas en contradiction, mais au contraire, qui créent une certaine souplesse pour apprendre à travailler ensemble. Un petit mot sur les profils des élèves, parce que je sais que ce sont beaucoup de questions autour de ces profils-là. Je vous invite à aller voir dans le cahier des charges qui précise bien que ces dispositifs sont généralement bénéfiques pour les élèves qui présentent, qui sont diagnostiqués avec autisme, dont les parents sont partie prenante pour qu'ils soient inscrits sur ce dispositif, bien sûr, et qui ne présentent pas de déficience moyenne ou sévère associée à leur autisme. Pourquoi? Parce que ça crée quand même une grande fatigabilité pour entrer dans les apprentissages au sein d'une scolarisation temps plein, je le rappelle. Attention aussi, lors des profils, aux comorbidités sévères qui peuvent être associées, on le sait bien, je pense notamment à certaines difficultés somatiques très importantes qui seraient associées et qui, là aussi, posent la question de la bientraitance dans une scolarisation temps plein, s'il y avait besoin de soins importants, par exemple, ou les après-midi. Ce serait difficile de le faire sur l'école pour l'instant en France. Donc, ces profils-là, ça laisse quand même une hétérogénéité de profils. Hein. Je vous assure que pour être sur de nombreux dispositifs d'autorégulation, il y a des profils très différents les uns des autres. Il y a des enfants qui arrivent en CP, par exemple, qui ne sont pas propres parce que ça n'a jamais été travaillé. Donc, on va travailler cela en premier. Des enfants qui ont un très bon potentiel cognitif, mais qui présentent des troubles du comportement extrêmes et parfois violents. Donc, on va, entre guillemets, s'attaquer à cela pour laisser s'exprimer le potentiel cognitif et rentrer dans les apprentissages. Il y a aussi quelques profils non verbaux qui peuvent intégrer ces dispositifs-là. Il faut veiller à ce que cette hétérogénéité soit bien représentée parce que ça ne servira à rien qu'on ait des dispositifs d'autorégulation avec uniquement d'excellents potentiels cognitifs ou à l'inverse, vous avez vu la composition de l'équipe médico-sociale, des profils qui nécessiteraient un accompagnement très long dans le 1 pour 1, eh bien là, on ne pourrait pas tenir vu la composition de l'équipe médico-sociale et le taux d'encadrement. Donc, cette hétérogénéité, on la retrouve. L'orientation se fait bien sûr par la MDPH et il y a une sensibilisation qui est faite auprès des enseignants référents et on travaille bien sûr en concertation avec tout le système autour, hein, avec les CRA, avec les associations de parents pour viser au mieux et pour surtout respecter ces profils-là et les effectifs. L'effectif, justement, le cahier des charges précise par dispositif d'autorégulation 7 à 10 élèves par dispositif. Pourquoi 7 à 10 élèves? Eh bien, ça laisse une marge de manœuvre selon les profils justement qui vont être accueillis sur le dispositif et je trouve ça très bien. On veillera, lorsqu'on met en place un dispositif d'autorégulation, à avoir une montée en charge progressive, ce qui est très important. Ça laisse le temps à l'équipe médico-sociale justement de créer des liens avec l'équipe enseignante, de ne pas être dans des salles séparées et d'être surtout dans une coopération au quotidien. Donc l'année 1, il y aura l'arrivée de 3 enfants autistes, l'année 2 plus 3, l'année 3 plus 3 ou 4 ou 5. Et on arrive à l'effectif complet au bout de l'année 3 ou 4. Et c'est très important parce que ça permet aussi la première année de travailler l'autonomie auprès des premiers arrivants pour qu'ils soient un peu plus autonomes dès l'année 2 et que l'équipe médico-sociale puisse avoir un peu plus de temps pour les autres. Vous l'avez compris, les élèves sont inscrits en tant qu'élèves de leur classe et donc on veille à développer l'autonomie et surtout à ce que petit à petit, on ne soit pas dans le 1 pour 1 auprès de ces enfants-là. Donc on se pose tout le temps la question de la présence d'un adulte auprès de l'enfant et on doit pouvoir le justifier à tout moment. C'est pour ça qu'on évalue à l'arrivée, on observe, on évalue, il y a des tests standardisés en coordination entre les enseignants et l'équipe médico-sociale. On définit des objectifs, on propose et on co-construit avec les parents un projet personnalisé qui va servir de feuille de route toute l'année, qui permet de construire un emploi du temps
où on répartit le temps entre la salle de classe ordinaire et la salle d'autorégulation. Quand on construit un DAR, c'est bien sûr une désignation d'un ESMS, établissement et services médico-sociaux, par l'ARS, et on voit bien ce copilotage dès le début, avec l'éducation nationale qui désigne une école, et c'est donc l'inspecteur d'académie ou l'inspectrice d'académie qui va désigner. Je vous renvoie au cahier des charges pour tout cela. Dans le fonctionnement au quotidien, je reste juste ici un petit peu, l'enseignant d'autorégulation, ce qui est très apprécié, c'est que l'enseignant d'autorégulation va pouvoir travailler, enseigner en salle d'autorégulation, mais va pouvoir aussi enseigner, co-intervenir avec ses collègues dans les classes, qui sont tous formés eux aussi, dans les classes pour un élève autiste, mais aussi un groupe d'élèves. Donc cette modalité est souvent très appréciée. Et puis il y a une modalité qui permet une flexibilité aussi de travail sur ces écoles, c'est que l'enseignant d'autorégulation peut remplacer pendant un temps donné, défini, anticipé, l'enseignant de CE1 qui, lui, va venir travailler avec les éducateurs sur un temps donné dans la salle d'autorégulation, travailler du pairing, travailler sur des compétences très précises, des compétences de savoir-être, des compétences académiques, et cette flexibilité est très intéressante. L'équipe éducative, elle, va pouvoir intervenir sur tous les lieux de l'école. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la cantine, en cours de récréation, dans les salles de classe ordinaires, en guidance de certains enfants, mais aussi va pouvoir mettre en place des ateliers d'habileté sociale avec les enseignants sur ce qui correspond au programme scolaire, mais les équipes médico-sociales ont une autre approche pour toutes les compétences psychosociales et puis pour les compétences de savoir-être et savoir-faire. Je vous donne quelques exemples de ce qui se fait sur les DAR et qui est très intéressant, qui est très apprécié des enseignants, mais aussi des parents et des enfants eux-mêmes. Savoir tenir son crayon pour avoir une écriture plus fluide et plus lisible. Savoir prendre la parole en public de manière adaptée, savoir gérer mon stress lors des évaluations. Eh bien, tout cela, encore une fois, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Et on peut le travailler avec un petit groupe d'élèves qui souvent est valorisé parce qu'il prépare un exposé pour le reste de la classe. Et donc, il y a une transmission des savoirs entre les élèves qui sont très valorisés par tout cela et des outils concrets qui sont mis en place, notamment dans les interactions sociales, que ce soit pour les élèves autistes, bien sûr, il y a toujours les élèves autistes dans ces groupes-là, mais aussi pour les autres, parce qu'on s'aperçoit que dans une école, bon nombre d'élèves n'ont pas ces compétences-là. Voilà quelques exemples concrets, j'aimerais pouvoir vous en donner beaucoup plus, mais je dois avancer un petit peu dans la présentation. J'aimerais vous présenter ces chiffres-là, puisque je vous disais qu'on se base sur des études scientifiques, mais on a aussi des études scientifiques menées sur les DAR. Voilà une étude qui est publiée par Leslie Amiot, que je salue pour tout le travail qu'elle a mené sur une étude longitudinale sur plusieurs DAR, sur 3 ans. J'en retiens, en tout cas, j'en ai extrait 2 chiffres qui nous parlent beaucoup. Ce chiffre-là, 100% des élèves autistes voient diminuer leurs troubles du comportement et acquièrent le savoir-être élève en classe. Et deuxième chiffre très intéressant, plus de 75% des élèves passent plus de 80% de leur temps en classe ordinaire. Ce deuxième chiffre, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique que majoritairement, après quelques semaines, quelques mois, les élèves autistes ne sont pas dans une salle à part, mais bien dans leur salle de classe de référence, majoritairement de leur temps, plus de 80% de leur temps. Donc ça, c'est un chiffre qui motive les équipes et puis qui donne envie de se pencher sur ce dispositif parce que c'est une personne neutre et extérieure qui a mis en avant tout cela. Pourquoi finalement, et j'en terminerai là, j'ai une petite vidéo à vous montrer, mais pourquoi est-ce qu'on travaille autour de l'autorégulation? Voilà le résumé de tout ce que je viens de vous présenter. Pour mettre en valeur les expertises. Je crois qu'aujourd'hui, les professionnels ont besoin d'être reconnus dans leur expertise, d'être dans un mieux-être professionnel. On l'entend chaque jour aux informations. Moi, je le vois dans le quotidien lorsque je supervise et que je forme les équipes. Les enseignants, les équipes médico-sociales, les équipes périscolaires, les parents ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font déjà, parce qu'ils ont déjà des connaissances, des compétences. Et parfois, on peut être simplement catalyseur de ces expertises et les mettre en valeur quand on les met en coopération également, ces expertises. Donc, c'est le but de ce dispositif, c'est déjà aussi de mettre en œuvre cette coopération qui est tant souhaitée et de reconnaître les expertises de chacun. D'apporter des réponses adaptées et réactives. On est sur un dispositif où l'équipe médico-sociale est là à temps plein et va travailler au bénéfice de tous. On n'attend pas d'avoir des démarches administratives à faire pour intervenir auprès d'un élève. On n'attend pas d'avoir 3 semaines d'observation en plein milieu de l'année pour intervenir auprès de tel élève. C'est très réactif. On est dans une coopération au quotidien, chacun dans son domaine, et on va agir
pour le bien-être des élèves et pour leur montée en compétences. Et donc, on est réactif et on coopère au quotidien. On travaille pour le sentiment d'auto-efficacité des professionnels, éviter l'usure professionnelle dans la recherche de solutions à droite, à gauche, recherche de solutions pour celui-ci, appel de multiples professionnels pour pour tel élève. Eh bien, plus on va être dans la montée en compétences des professionnels, plus on prend soin des adultes, moins ils seront dans l'usure professionnelle, plus ils auront d'énergie, eux, pour trouver des solutions pour les élèves. Le but, c'est qu'ils aient une mallette à outils dans laquelle ils puissent piocher en fonction des situations rencontrées. Il n'y a pas de baguette magique quand on travaille sur un dispositif d'autorégulation. On construit ensemble nos compétences. Avoir une communication et des adaptations vis-à-vis des élèves, et puis une communication entre adultes aussi, entre professionnels, ce qui n'est pas évident. Et puis avoir une supervision régulière, avoir un œil extérieur qui vient nous proposer certains outils, transférer des compétences, nous rappeler ce que l'on a vu en théorie et mettre en œuvre, en mettant aussi un peu les mains dans le cambouis ensemble, mettre en œuvre tous ces concepts d'autorégulation de manière concrète. Parce que là, on le voit d'un aspect un peu théorique, mais il y a des façons et des outils de les mettre en œuvre, pour les mettre en œuvre concrètement sur le terrain, au quotidien, avec des petits groupes ou toute une classe. Donc ça, c'est très intéressant de travailler en ce sens. Et bien sûr, une fois qu'on a travaillé ça, le dernier palier, c'est ce que l'on vise, c'est notre finalité, c'est la réussite et l'autonomie des élèves, de tous les élèves, y compris des élèves autistes qui sont inclus sur ces dispositifs, dans ces écoles en tant qu'élèves à part entière. Le but, c'est de développer l'autodétermination, la capacité que l'on a chacun de nous de définir nos propres objectifs et de développer des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Belle ambition, mais si on ne commence pas quelque part, on n'y arrivera pas. Donc, pour développer l'autodétermination, il faut d'abord développer l'autorégulation, savoir gérer ses propres états internes, ses propres pensées, pour ensuite développer la capacité de viser des objectifs et de développer des stratégies. Développer les compétences cognitives, sociales et émotionnelles, bien retenir que l'autorégulation, c'est ces trois volets-là, et non pas seulement le comportement. Et puis, bien sûr, plus on va vers la réussite et l'autonomie des élèves, plus on développe ensemble la notion de citoyenneté dès le plus jeune âge pour, je l'espère, développer cette notion de citoyenneté, cette acceptation de la différence pour les adultes de demain. Et lorsque l'on fait tout ça, on développe le vivre ensemble, je pense, au quotidien, dans l'intérêt de tous, au bénéfice de tous. Je vais vous proposer de regarder une petite vidéo qui a été tournée dans un dispositif d'autorégulation, que je salue là aussi, puisque c'est un des premiers dispositifs d'autorégulation de la région Nouvelle-Aquitaine, soutenu bien sûr par l'ARS et le rectorat, qui tourne depuis plusieurs années. Est-ce que, Lénie, tu aimes venir à l'école, toi? Oui, Pourquoi est-ce que tu aimes venir à l'école? parce que on a besoin de travailler. L'élève avec autisme, lorsqu'il vient sur le dispositif d'autorégulation, en fait, il vient d'abord dans son école, dans une école ordinaire, dans un environnement de tout élève, qu'il soit TSA ou non. Donc il arrive le matin en même temps que ses camarades, il va dans sa classe et simplement, au gré des besoins qu'on a repérés au niveau pédagogique, au niveau éducatif, au niveau psychologique, au niveau rééducateur, il va avoir un emploi du temps un petit peu individualisé. Surprise! Lorsqu'il n'est pas en classe ou dans la cour de récré ou à la cantine comme les autres, l'enfant avec autisme peut être amené à venir dans la salle d'autorégulation. C'est une salle de classe qui est dédiée à la prise en charge des besoins spécifiques. En classe d'autorégulation, il va pouvoir travailler ou avec l'enseignante d'autorégulation ou avec l'éducateur ou l'éducatrice du dispositif. Ça veut dire quoi, gober? Ça veut dire? Ça veut dire qu'on mange. Oui, il l'a avalé, il l'a mangé. Mon rôle, c'est d'accompagner les enfants dans leur prise en charge en milieu ordinaire, en classe ordinaire. On travaille avec donc l'équipe enseignante, ce qui nous permet aussi de mettre en place des ateliers d'habilité sociale, des habiletés de travail pédagogiques ici, ou travailler sur le comportemental, mais on travaille toujours en collaboration avec l'enseignant.
J'étais là dès le début du dispositif. C'est une inspectrice qui nous a proposé ce dispositif. Au début, l'autisme, ce qu'on en savait, enfin moi, pour ma part, ce que j'en savais, c'était Rain Man et quelques films. Et j'avais pas vraiment de vision de l'autisme. Alors, je ne sais pas que j'avais peur, mais c'est vrai qu'il y a une petite crainte à se dire comment on allait travailler. Au début, ce qui a été difficile, c'est qu'ils étaient intégrés en CP. Et donc, la première année, en fait, j'étais le seul à travailler avec les éducateurs et le seul à avoir des autistes, à être confronté aux différents dispositifs à mettre en place avec eux. Il a fallu aussi se mettre d'accord avec les éducateurs sur leur champ d'intervention, notre champ d'intervention, se mettre d'accord sur le vocabulaire. Et la peur qu'on avait, nous, au début, quand on a commencé, c'est de se dire, les gamins, ils vont se dire, c'est qui ce gamin qui fait n'importe quoi, il n'est pas comme nous, ils vont le rejeter. Mais absolument pas. Pas du tout, en fait. Ils le couvent. C'est important pour les autistes qu'ils soient pas tout seuls et aussi qu'ils soient des amis même s'ils sont pas autistes. Ça peut leur apprendre à suivre leur exemple, à pas s'exciter ou des choses comme ça. C'est qui? C'est Taïsa. Même ils sont autistes, ils sont quand même forts en travail et des fois ils me disent des choses que je sais pas forcément. Les effets qu'on peut observer grâce à ce dispositif d'autorégulation dans l'école, sur les enfants, ceux du dispositif, bien évidemment, sont intégrés pleinement dans une école. Je pense que pour eux, ça leur permet de développer des compétences d'élèves qu'ils n'auraient pas forcément sans dispositif, des compétences sociales aussi, donc ça c'est très très important. Et puis ça permet à nos enfants qui ne sont pas dans le dispositif de vivre la différence, d'accepter la différence, d'aider leurs camarades, d'avoir une attention particulière, de comprendre aussi ce qu'est le handicap ou la difficulté. Ça permet aux enseignants de comprendre la même chose, de se remettre en question, d'innover pédagogiquement. On ne peut pas agir de la même façon. De même pour le personnel, je pense que tout le monde développe des qualités, des compétences différentes. Tous les outils qu'on a pu mettre en place pour les enfants autistes, ils sont utiles pour les enfants qui sont en difficulté ou qui ont du mal à se repérer. Par exemple, un chaînage. Ça va servir à un enfant autiste qui a du mal à se dire qu'est-ce que je dois faire après ça et ça, mais ça va aussi aider un gamin qui a du mal à organiser son travail et qui va se dire « Ah je peux regarder ça aussi ». Et donc on est plus attentif aussi au comportement d'élèves. Avant on était peut-être plus attentif au didactique. Un gamin qui réussissait, c'est un gamin qui arrivait à avoir les acquis en maths, en français, etc. Là, un gamin qui réussit, c'est un gamin aussi qui a un comportement d'élève, qui arrive à faire preuve de concentration, qui arrive à aider les autres, qui arrive à prendre des responsabilités. Tout ça, c'est aussi le travail avec les éducateurs qui nous a amené à le considérer plus sur un même plan. Et ce renforcement positif, ça se déverse sur toute la classe. Et ça met une ambiance plus apaisée. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de boulot, hein. Ça demande beaucoup de boulot, s'occuper des gamins autistes. On a plein de réunions, on a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses à expliquer, mais c'est riche. Par rapport à d'autres dispositifs qui correspondent à d'autres profils d'élèves TSA, on n'a pas la présence d'une AESH en continu. Nous, notre but, c'est de ne plus être disponible pour le jeune. Enfin, on est toujours disponible, mais ne plus être nécessaire à ce que ça se passe bien en classe et qu'il puisse vivre sa vie d'élève sans adulte supplémentaire, en toute autonomie. Et moins on est appelé, plus on a été utile par le passé, ça veut dire. Ce que j'en retire, c'est un grand plaisir de voir les autres enfants de l'école intégrer leurs camarades de manière relativement naturelle. En tout cas, avec des explications, ça se passe très bien. Donc ça, c'est un vrai plaisir de voir que l'intégration est possible. C'est même, au-delà de l'intégration, c'est une vraie inclusion. Mais maintenant, on a une équipe, waouh, ça marche quoi. Ça fonctionne. On est vraiment soudés et on est là pour les gamins et on voit les progrès des gamins. Ce qui serait vraiment super, ça serait que dans chaque école, il y ait un dispositif, ce qui permettrait une inclusion beaucoup plus large, même si on sait qu'il y a certains handicaps. C'est très 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 compliqué, mais voilà, l'idéal, ça serait ça, un dispositif dans chaque école. Voilà, avec 2-3 éducs, ça serait top, quoi. Je vous propose que l'on termine cet après-midi
Les fondamentaux qui sont à transmettre, ce sont ceux que je vous ai évoqués en premier lieu. Encore une fois, c'est une partie très, très résumée de ce que l'on peut faire en autorégulation. On propose différents modules de formation. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez eu un avant-goût pour tout ce qui concerne les concepts d'autorégulation et le fonctionnement des DAR. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons nous arrêter là. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne continuation. Bravo pour votre engagement, parce que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à toutes ces questions-là. Donc, plein de belles choses pour vous dans vos projets professionnels et personnels. Et puis, plein de courage pour tout ce que vous mettez en œuvre, parce que je suis sûre que vous mettez en œuvre plein de belles choses au quotidien.